Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur multicarte, j'ai nommé Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un 38e numéro de notre podcast un peu particulier puisqu'il faut bien l'avouer, tu n'es pas physiquement là avec moi, mais je compte bien sur toi pour répondre quand même à mes questions. On va donc revenir sur la grande finale de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance de la FIA, les 8 heures de Bahreïn, et une chose est sûre, on ne se sera pas ennuyé. Alors comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos, insolites ou non, des statistiques, et on va pouvoir donc continuer ensemble de vibrer et on va continuer de mieux connaître le monde de l'endurance qui est si intéressant. Alors moi je vais faire mes remarques, et puis pour ce numéro un peu spécifique parce que on n'a pas pu trouver un moment cette semaine pour enregistrer ensemble, eh bien oui, il faut bien que ça arrive une fois, et bien je vais faire réagir Geoffroy. Moi je serai à chaud juste après cette épreuve de WEC ici à Bahreïn, et j'imagine Geoffroy que tu as des stats et des infos aussi à rajouter, alors tu n'hésiteras pas, hein. Ouais, alors c'est vrai que l'exercice est un peu particulier du coup, puisque donc moi j'enregistre a posteriori, on est mercredi 6 novembre. Donald Trump est élu président des États-Unis, et j'ai un peu de recul sur la course, donc je vais pouvoir effectivement apporter quelques petites statistiques. Je vais faire de mon mieux, en tout cas pour vous qui nous écoutez. Je vous invite déjà d'emblée, même si c'est peut-être pas le meilleur épisode sur sa forme, à aller nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça nous fait toujours plaisir. Et juste pour vous donner un peu de coulisses, et après on se lance dans ce débrief de la course de Bahreïn, je connais pas encore le contenu des informations que donne Anthony. Moi j'ai pris le fichier et je vais réagir dans les conditions du direct. Donc voilà, si je suis brouillon alors même que j'ai fait ça en post-prod, bah écoutez, c'est parce que j'ai voulu garder ce côté spontané et donc je n'ai pas encore écouté ce qu'Anthony raconte. Voilà, petite précision faite. C'est parti pour le débrief. Du coup, je repasse la parole à Anthony. Ça va être un peu bizarre comme ça pendant, à mon avis, 1 heure, parce que je vois qu'il a enregistré 40 minutes, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je lui redonne la parole et c'est parti pour votre débrief. On l'a dit la semaine dernière, depuis 2012, le championnat du monde vient à Bahreïn, et depuis 2017, Toyota était invaincu. Alors est-ce que dans cette 93e course de l'histoire du WEC, ça a encore été le cas? Eh bien oui, après un final complètement fou, Toyota a réussi encore à gagner. On s'attendait à avoir un 7e vainqueur différent cette saison. Eh ben non, les victoires ont été bien réparties, oui. La Ferrari numéro 51 était pas loin de cette victoire. On verra dans quelques instants que malheureusement pour cette équipe, ça s'est pas forcément bien terminé. Mais finalement, eh bien, cette saison, elle se sera déroulée avec 8 courses et 6 vainqueurs différents tout de même. La Toyota numéro 8 a gagné donc 2 fois, puisque c'est bien d'elle dont il s'agit ce week-end à Bahreïn, qui a fait vraiment une excellente performance, avec notamment la pole position avec Brandon Hartley, et puis le dernier relais incroyable de Sébastien Buemi, qui a donc permis à Toyota de pouvoir s'imposer donc à Bahreïn, de continuer sur la lancée qui était victorieuse depuis 2017, de décrocher aussi, et ça on va le dire tout de suite, le titre constructeur face à Porsche. Ça a été extrêmement disputé. On a également la Porsche numéro 6, la Porsche Penske, qui s'est imposée à 2 reprises. Alors elle n'a pas brillé ce week-end à Bahreïn, mais en tout cas, eh bien, l'essentiel était de décrocher le titre pilote, et ça a été fait avec donc une course qui, on va le voir Geoffroy, a vraiment pas été simple du tout, hein, pour le trio donc victorieux finalement dans cette saison 2024, Kevin Estre, Lorenz Vanthoor et André Lotterer. J'imagine que tu es quand même satisfait de voir André, ton André, pouvoir être titré et champion. Évidemment, ça fait plaisir de voir André Lotterer terminer sur une telle prestation avec un titre. Bon, c'est pas leur meilleure course de la saison, on l'a dit, mais ça se termine par un titre de champion du monde, donc qui vient compléter celui déjà décroché avec Audi. Euh, Moi, ce que je retiens surtout de ça, c'est qu'on a eu une saison, puisque tu as donné les différents vainqueurs, ce que je retiens, c'est qu'on a eu une saison avec une variété de vainqueurs, ce qu'on avait évoqué dès le début, dès l'entame au mois de janvier, on en avait parlé, et quand on faisait notre preview de la saison, on disait qu'on allait assister probablement à une saison de WEC très différente de celle qu'on a connue en 2023, et on s'est pas trompé, tant mieux. Ce que je vois, c'est que donc il y a eu une répartition des victoires avec Porsche qui a quand même globalement dominé son sujet. Toyota qui a été la principale force d'opposition et qui repart avec le titre constructeur, et c'est assez logique. Et ça leur permet de ne pas avoir une saison totalement blanche, c'est-à-dire sans titre pilote ou constructeur ou victoire aux 24 heures du Mans.
il y a quand même Ferrari qui a décroché les 24 heures du Mans. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes, de manufacturiers qui sont contents. Je pense aussi à Porsche avec la victoire à Spa-Francorchamps de l'équipe Jota, une équipe privée. On a eu un bel équilibre des forces, je trouve, et terminer comme ça à Bahreïn, c'est plutôt bien pour Toyota, évidemment. C'est plutôt bien pour Porsche avec le titre. Et je vois aussi derrière, mais je pense que tu vas m'en parler un peu plus tard, je trouve qu'il y a aussi de belles choses avec les constructeurs français qui terminent la saison, même si c'est encore perfectible, avec de belles positions, donc Alpine et Peugeot pour ne pas les nommer. Alors je parlais de 6 vainqueurs différents. Eh bien, on a eu donc Toyota numéro 8, Porsche numéro 6. On a également eu la Toyota numéro 7 qui s'est imposée cette année, la Porsche du team Jota, la numéro 12, la Ferrari numéro 50 de l'équipe AF Corse et puis la Ferrari numéro 83, c'était à Cota qui s'est imposée elle aussi. Sachez que la Porsche numéro 6 donc est restée en tête du début à la fin de cette saison de WEC. Et comme on le disait, eh bien c'est la 4e fois de l'histoire que cela arrive après un tel résultat qui a été obtenu par Toyota en 2014, la Toyota numéro 8, la Porsche numéro 2, leader donc du début de la saison à la fin, et puis la Toyota numéro 8, c'était en 2018-2019, pour la Porsche c'était en 2016, en tout cas sur ce circuit de Sakhir. Le début de course a été plutôt tranquille, alors pas forcément pour tout le monde, les 36 voitures engagées ont réussi à passer le premier virage, le deuxième c'était un peu plus chaud, avec des contacts notamment dans le peloton, je parle en hypercar, avec, eh oui, la voiture numéro 6, la Porsche, qui est venue au contact déjà une première fois, puis une deuxième dans le virage numéro 4, avec notamment la Ferrari numéro 50. Ils étaient 3, Geoffroy, à pouvoir se battre pour le titre. Ferrari numéro 50, Toyota numéro 7 et la Porsche numéro 6. Et finalement, malgré un scénario complètement fou pour tous les prétendants au titre, justement, ils auront tous connu des soucis. Eh bien, ça aura été donc la Porsche numéro 6 qui s'impose, une année de champion véritablement pour Porsche parce que, on le disait déjà en ouverture quand on a lancé notre Endurance Club, que Porsche pouvait s'illustrer. Ça a été le cas, Geoffroy, que ce soit en championnat du monde, en IMSA, mais aussi dans les catégories GT, en LM GT3, où ça aura été une quasi-domination. Vraiment, c'était du très très bon augure et ça a été une saison rondement menée. Vraiment, on en a parlé de Porsche. Ils ont finalement manqué simplement un rendez-vous, celui du Mans en juin. On va être clair, maintenant, le grand moment, le grand rendez-vous qu'on attend chez Porsche, c'est clairement les 24 heures du Mans. Le titre constructeur, là, donc il leur échappe de quelques points, mais peut-être qu'ils le gagneront l'année prochaine. Ça reste important, c'est un titre qui compte dans le palmarès d'un constructeur, mais voilà, je pense ils ont marqué la saison de leur empreinte. Donc, ok, ils essaieront de le gagner l'année prochaine, mais globalement, quand même, si on regarde cette saison 2024 de WEC, on a cette impression Porsche, cette domination, comme tu l'as dit, notamment avec l'IMSA. Le WEC, ils sont pas titrés, mais ils ont quand même brillé sur la majorité des courses. Ils ont aussi une victoire quand même de prestige aux 24 heures de Daytona en début de saison. Donc là, c'est évident. Kevin Estre l'a déjà évoqué d'ailleurs. Le principal objectif maintenant pour lui en tant que pilote, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe, c'est les 24 heures du Mans. Donc l'année prochaine, il faut s'attendre à ce que tout soit focus sur cette course. C'était déjà le cas évidemment. En 2023, ils ont eu des petites galères. Ils n'avaient pas la performance, ils n'avaient pas la vitesse de pointe. En 2024, c'était mieux, une meilleure prestation, un meilleur équilibre, mais toujours pas cette vitesse de pointe qui manque un petit peu face aux autres voitures. Beaucoup plus de vitesse en entrée, beaucoup plus de vitesse en sortie de virage, donc le 963 a progressé. Mais là, on peut s'attendre à une version 2025 qui soit encore plus affûtée et affinée. Combien de Porsche 963 il y aura au Mans? C'est ça aussi la question. On sait que le plateau hypercar va grossir, donc ils ne vont pas pouvoir non plus en engager une dizaine. Voilà, mais en tout cas, la target 2025, elle est là. Ça me paraît évident. Au lendemain de Bahreïn, tous les efforts sont déjà orientés vers ça, je pense. Porsche donc champion avec le titre pilote. Est-ce qu'il y a eu le titre constructeur? Eh bien la réponse est non parce que pour Porsche il fallait devancer Toyota. Il y avait donc une dizaine de points d'avance, 9 non plus exactement, après la pole position réalisée par la Toyota numéro 8 en qualif. 9 points d'écart entre Porsche et Toyota. Et bien finalement, après la pire course de la saison pour la Porsche numéro 6, le titre est revenu à la marque japonaise Toyota. Mais c'était pas face à la 6 qu'il y a eu de la bagarre. C'était bien entre la Toyota numéro 8 et la Porsche numéro 5, avec des pneus plus neufs, moins usés donc pour Sébastien Buemi.
ça a été le dépassement de la victoire à 40 minutes à peu près de l'arrivée sur la Porsche numéro 5, qui était bien emmenée hein, pourtant par Matt Campbell, mais avec des pneus vieux de plus de 40 tours, c'était très très difficile de résister. Donc voilà, le titre pour Toyota, encore finalement, hein, pendant cette ère hypercar, on disait qu'il y aurait énormément de batailles, que Toyota serait en difficulté. Alors oui, ils ont perdu 2 fois Le Mans face à Ferrari. Je dis bien ils ont perdu, parce que c'était vraiment Toyota normalement qui avait les cartes en main, que ce soit en 2023 pour l'édition du centenaire ou en 2024 pour cette édition donc des 24 heures du Mans pluvieuse, qui aurait dû revenir dans leur escarcelle. Eh bien Toyota a perdu tout ça, mais par contre, eh bien ils font un petit peu comme Peugeot à l'époque. Ils décrochent le titre du championnat du monde et ils étaient très très heureux d'ailleurs de le faire. Donc je pense que ça a quand même une signification hein, pour les constructeurs. Ça a une signification évidemment, et surtout ils ont été le chercher, ce titre constructeur, cette victoire, ils ont vraiment, surtout Sébastien Buemi qui a été au volant pour le dernier relais, il a vraiment été le chercher. Brendan Hartley qui a réalisé la pole position. Comme tu le disais, et du coup, grâce à la pole position, il n'y avait plus que 9 points de retard pendant la course. Et après, il fallait de toute façon forcément gagner, et il fallait espérer une mauvaise prestation des autres. Ça a été le cas avec la numéro 6 qui donc perd ce titre constructeur, mais moi, au-delà du fait que là, c'est un peu Porsche qui perd le titre constructeur, parce qu'on l'avait dit, ça nous paraissait logique que ce soit eux qui l'aient, ils étaient en bonne position et ils ont dominé depuis le début de la saison. Et ben moi, je vois vraiment beaucoup le bien que Toyota a fait. La 7 a été touchée par des problèmes de pompe à essence. La 8 a eu un départ assez difficile avec un contact avec une Corvette, donc il y a eu un tête à queue au départ, mais ils se sont remis dedans, et surtout, ils ont utilisé cette double stratégie, c'est-à-dire qu'il y avait la 7 qui était en pneu hard, l'autre voiture, la 8 qui était en pneu médium. En fait, ils ont fait des essais comme ça. Ils ont essayé de voir le composé qui était le meilleur, et Sébastien Buemi a roulé avec un train de médium en début de course. Brendan Hartley a roulé avec les pneus qui ont été utilisés pour la qualification. Ce qui fait qu'en fin de course, ils ont eu des trains neufs. Donc voilà, ils ont eu un vrai avantage face à la concurrence. À d'abord voilà, utiliser des trains peut-être moins performants sur la piste de Sakir. Et pour garder ce petit avantage dans le final. Et c'est un des éléments qui explique leur victoire. En tout cas, c'est un succès qui est vraiment complet, je trouve, à la fois pilote pour la performance individuelle de Hartley, la performance de Buemi notamment pour son dernier relais, et puis la stratégie de course et la performance ingénieur-mécanicien, toute la chaîne de commandement et de décision qui a permis de définir cette stratégie pneumatique, de s'y tenir et d'apporter la victoire. Et donc Toyota, victorieux, stratégie pneumatique capitale, hein, c'est ce que David Fleury avait dit. Il fallait utiliser au mieux le quota des 26 pneumatiques à disposition. Alors ça a bien commencé hein, pour Toyota, parce que Brendan Hartley a donc décroché sa 3e pole consécutive à Bahreïn. C'était la 4e fois de la saison qu'un constructeur donc réussissait à effectuer une pole, mais aussi à placer sa 2e voiture en 2e position sur la première ligne. C'est arrivé déjà à Toyota au Brésil, c'est arrivé à Ferrari à 2 reprises, à Imola et à Austin. Et puis donc la 4e fois de la saison, eh bien c'est Toyota qui a donc raflé la mise, j'allais dire. Cette Toyota numéro 8 qui, après des séances d'essai un petit peu compliquées, hein, a dû faire des réglages différents pour la qualif, a changé les 4 disques de frein et les plaquettes. Et la performance s'est largement améliorée. Donc 2e pole position de la saison pour Toyota, seulement, entre guillemets. Mais voilà, cette Toyota numéro 8 qui partait depuis la pole position, elle avait de quoi s'imposer, en tout cas le rythme était là, mais la course a vraiment pas été facile du tout. On va y revenir là tout de suite, puisque cette Toyota numéro 8 hein, qui s'est lancée aux avant-postes a été dans les premières minutes de cette course, au moment de dépasser les premières LM GT3 hein, dans le début de cette course de 8 heures. Elle a été poussée par Hiroshi Koizumi, et cette Corvette numéro 81 a donc écopé d'une pénalité, logique hein, évidemment, à 5 secondes de pénalité, mais le problème c'est que la pénalité elle a été aussi assez importante finalement pour Toyota, parce que cette Toyota elle s'est retrouvée en tête à queue et il a fallu repartir. Alors ensuite il y a eu des petits problèmes aussi. Vraiment ça a été des montagnes russes hein, pour la Toyota numéro 8. On s'est imaginé un moment qu'elle puisse gagner, puis ensuite on s'est imaginé que c'était terminé pour elle, et on s'est dit ça va être la 7 finalement qui était aux avant-postes et qui jouait le titre hein, quand même face à la Porsche numéro 6 qui était elle dans les profondeurs du classement. Et puis
Et puis, il y a eu un souci mécanique pour la Toyota numéro 7. Donc là, ça a été une première fois perte de puissance pour Kamui Kobayashi, qui a réussi à retrouver un mode de fonctionnement intéressant et qui a pu repartir à l'attaque. Et puis, finalement, on a demandé à Nick De Vries d'éviter les bordures, de ne pas faire de vibrations, etc. Et pourtant, ça n'a pas empêché, ça n'a pas manqué cette Toyota numéro 7 qui a finalement été contrainte à l'abandon. Donc, ce qui laissait la place et le champ libre à d'autres constructeurs, hein, parce que la Toyota numéro 8, qui donc était en difficulté en travers pendant un long moment, a profité des derniers safety cars et full course yellow de cette course pour pouvoir donc revenir aux avant-postes. Ces full course yellow qui ont été relativement importants aussi, et ces safety cars, surtout en fin de course, hein, justement, parce que on l'avait évoqué, mais cette course de Bahreïn, normalement, était plutôt fluide, hein. C'est ce qu'on avait pu dire, je crois, la semaine dernière, sur cette piste qui est un sacré billard. Eh bien, finalement, ça s'est pas passé si facilement que ça, parce que les safety cars, donc, dans les 2 dernières heures, hein, qui se sont vraiment, vraiment mis à s'activer, j'allais dire, sur la piste, notamment grâce à un pilote que j'apprécie beaucoup, hein, Paul Di Resta. Non, je vais arrêter de régler mes comptes. Non, Paul Di Resta, pas ultra sympa en vrai, mais en tout cas, là, malchanceux encore, hein, avec la Peugeot numéro 94 qui se gare à un endroit où c'est de plus en plus difficile pour les commissaires de pouvoir intervenir. Là, je ne vois pas pourquoi il n'est pas allé se mettre vers un sifflet à l'extérieur du virage numéro 11. Il s'est mis à l'intérieur et du coup, eh bien, ça a généré un premier safety car qui ensuite en a généré un deuxième, mais ça, on le sait, c'est comme aux États-Unis, hein, les jaunes appellent les jaunes, comme on dit. Bon, après, c'est pas non plus l'IMSA, on n'est pas sur un rythme haché comme on peut le connaître dans les courses américaines. Ouais, le safety car et la fin de course, il y a eu un emballement, effectivement, sur ce format de 8 heures, on l'avait déjà dit, c'est pas un format où moi je suis très fan, je trouve que c'est un peu hybride et j'ai du mal à suivre. Là, il y a eu ouais, ce sentiment que j'ai d'emballement final, d'ultime relais de 2 dernières heures qui ont été décisives. Malheureusement, comme tu l'as dit, je sais pas si on va en parler après, mais avec une des Peugeot, la 94, encore une fois, qui est au tapis, c'est la voiture qui, chez Peugeot, est frappée de la malédiction depuis le début de l'épopée 9X8. C'est incroyable. Donc voilà, ton ami Paul Di Resta qui reste au bord de la piste et qui malheureusement est contraint à l'abandon. Ça tranche avec la bonne performance, si on peut dire, de l'autre Peugeot. Mais on va en parler après. Mais en tout cas, voilà, ouais, il y a eu ces événements et c'est plutôt bien peut-être qu'ils aient eu lieu pour redynamiser un peu la fin de course. Je suis pas sûr qu'on aurait assisté au même final s'il n'y avait pas eu toutes ces interruptions. Et donc cette fin de course, eh bien, elle a été sous drapeau vert. Bon, ça heureusement, après avoir été longtemps finalement interrompue. Alors ça a modifié quand même les stratégies, hein, mine de rien. Certains planifiaient peut-être d'avoir un début de course un petit peu plus prudent, d'économiser des pneus et puis de pouvoir jouer sur la consommation. Je pense que c'était le cas pour Alpine, pour Peugeot notamment. Mais ces safety cars, bah voilà, ils ont vraiment redistribué les cartes. La Ferrari numéro 51 qui était en tête, eh bien, s'est retrouvée bien piégée et donc a perdu la possibilité de s'imposer. C'est finalement Toyota qui s'impose et c'est le premier poleman qui remporte une course de WEC cette saison. Eh oui, ça c'est relativement étonnant pour le dire. Parce que cette Toyota numéro 8, elle a été en mesure de dépasser via Sébastien Buemi, eh bien, la Porsche numéro 5 qui était en tête. Pneu neuf et conditions parfaites. Sébastien Buemi était intraitable. Il est revenu et il a même coupé la ligne avec de nombreuses secondes d'avance, hein, sur ses petits camarades. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est remarquable de voir à quel point cette Toyota a creusé l'écart, hein, sur ses adversaires. Alors, elle finit devant la Ferrari numéro 51, mais cette Ferrari numéro 51, eh bien donc sur tapis vert, va être disqualifiée ou en tout cas pénalisée assez lourdement parce que, on en parlait là il y a quelques instants, il y avait 26 pneumatiques à disposition, un quota donc qui est attribué à toutes les voitures hypercars. Bah oui, mais le problème, c'est que les 26, ils ont été dépassés et donc Ferrari a utilisé, eh bien, 28 pneumatiques. Et donc, ben, par pneumatique supplémentaire utilisée, c'est une pénalité de plus de 2 minutes. Donc, cette Ferrari qui se battait pour la victoire et qui, dans les derniers instants, a été en mesure de doubler coup sur coup l'Alpine, la Porsche Jota de Button et puis la Peugeot de Michael Jensen, ainsi que la Porsche numéro 5. Bah, bref, tout ce travail-là effectué donc en dernier recours, j'allais dire, par Giovinazzi, n'a servi à rien.
et donc il termine 11e relégué en dehors des points. La Ferrari numéro 51, décidément, qui n'a pas vraiment bien réussi cette saison, hein. Globalement, on peut le dire. La Ferrari 51 de James Calado, Antonio Giovinazzi et Alessandro Pierguidi qui vont terminer avec 59 points seulement et dont la majorité viennent de leur podium au Mans. Donc là, c'est compliqué. Ferrari qui termine quand même vice-champion au niveau des pilotes, hein, avec la 50, Foucault, Molina, Nielsen. Mais pareil, hein, cette Ferrari a été vraiment, vraiment transparente. Elle a été touchée par pas mal de problèmes, notamment le contact en début de course entre Miguel Molina et Lorenz Vanthoor, ce qui fait que Miguel Molina a connu un relais horrible en début de course avec cette Ferrari numéro 50. Et donc, eh bien, il termine hors des points. Il termine hors des points, tout comme d'ailleurs la 51, hein. La 51 est reléguée donc en 14e position, je ne sais pas si on l'a dit, 11e place pour la Ferrari numéro 50. Et donc, eh bien, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, puisque la Toyota numéro 7 a également abandonné, on l'a dit, elle a fini par abandonner. Eh bien, on se retrouve avec finalement Porsche qui va compléter ce magnifique, équipage, ou en tout cas cette saison, et avec Estre, Lauterer et Vanthoor qui donc s'imposent avec 152 points. Ils ont finalement marqué un petit point. Ils en avaient 151, ils en ressortent avec 152 après leur pire course de la saison, hein. Clairement, il n'y a eu rien qui allait. Kevin Estre était très rapide, en revanche, hein, ça sur nos petites statistiques, là on peut le voir, hein. Kevin Estre qui, avec un meilleur tour en course en 52-2 et surtout un temps moyen dans son relais de 53-5, est plutôt très à l'aise. Alors celui qui a fait le meilleur tour en course et de loin, il était énervé, c'est Sébastien Buemi, hein. 50.4, une 50.4 pour Sébastien Buemi, qui a mis tout le monde d'accord. Le plus proche derrière lui, je crois que c'est le pilote de la BMW, je pense que ça doit être Dries Vanthoor, avec un 51.5, ce qui est quand même relativement loin, hein, franchement, par rapport à Sébastien Buemi qui a tout donné, qui a réussi à faire une excellente performance et donc gagné depuis la pole position. C'était pas arrivé depuis Bahreïn 2023 en WEC. Eh bien, ça arrive de nouveau à Bahreïn et c'est en 2024, toujours avec ce même trio, Hartley, Buemi et Hirakawa. Hirakawa qui a vraiment, vraiment été en difficulté, hein, ce week-end, avec des problèmes de frein a priori. Plusieurs fois, il s'est raté et à un moment donné, il a même failli faire un strike, hein, Hirakawa. Donc, fort heureusement, j'ai l'impression qu'on a trouvé le problème, hein, pour le relais de Sébastien Buemi. Ces freins qui ont été, on le disait, hein, changés entre les essais libres et la qualif. Eh bien, ouais, Hirakawa n'était pas très très satisfait à l'issue de la course, hein, on l'imagine. Il a été un peu brouillon, Hirakawa, et c'est vrai que ça fait partie de ces pilotes qui ne sont pas vraiment en confiance, hein. On se souvient évidemment de l'édition du centenaire où malheureusement pour lui c'était une fin de course extrêmement difficile. Bah là c'est pareil, hein, ils réussissent à gagner mais il avait un peu le masque, Hirakawa, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, tu m'as fait un sacré monologue, Anthony. Alors, du coup, il y a plusieurs choses. D'abord, t'as évoqué Ferrari, je vais quand même revenir rapidement là-dessus, mais incroyable qu'on puisse se gourer à ce point-là et ne pas respecter la location pneumatique. Ça me paraît fou de le faire, encore plus quand on est à ce niveau de compétition en WEC, et encore plus quand on s'appelle Ferrari. Je vais pas citer de noms de plus petites équipes, vous en avez tout de suite en tête, que ça soit en catégorie hypercar qui sont plus là, ou je sais pas, ou des équipes en P2 ou en GT, peu importe, mais je trouve ça fou de connaître cette règle d'allocation et de ne pas la respecter. C'est pas digne d'un grand constructeur et c'est pas digne d'un vainqueur, d'un double vainqueur des 24 heures du Mans en catégorie hypercar. Donc dingue de voir ça. Ça leur fait perdre un beau podium, ça leur fait perdre des points précieux. C'est une erreur, ça arrive à Bahreïn, heureusement que ça arrive pas aux 24 heures du Mans. Mais je ne comprends pas comment puisque tout à l'heure je parlais de la chaîne de décision chez Toyota, je ne comprends pas comment dans la chaîne de décision Ferrari on peut encore en arriver à ce genre de bévue alors qu'on est à la fin de la deuxième saison du programme Hypercar. Ça c'est le genre de conneries, pardon, mais qui arrive en tout début quand on connaît pas le règlement, quand on a mal scanné, suivi chaque pneumatique parce qu'ils sont tous suivis individuellement avec des puces, etc. Donc pour moi c'est une erreur qui est impardonnable. Après en parlant de Toyota, eh bien, évidemment, tout à l'heure j'ai pas cité Ryo Hirakawa. C'était pas volontaire, mais un peu. C'est-à-dire que oui, Brandon Hartley a fait le job en qualif. Sébastien Buemi, forcément, a attiré la lumière sur lui parce que c'est lui qui a fait le dernier relais. Et donc, c'est à lui qu'on attribue un peu la victoire, en tout cas le fait d'aller chercher la victoire. Ryo Hirakawa, oui, il m'a pas impressionné. Pas plus que ça, en tout cas.
Et, et oui, c'est vrai qu'il fait quelques erreurs, il multiplie les erreurs, mais il est aussi souvent dans une position de prise de risque. Je suis pas sûr que le relais, ses relais à lui étaient les plus simples en termes de changement de température sur la piste, dégradation de pneumatiques, etc., etc. Au Mans, c'est pareil, il était dans la position de chasseur. Il fait une erreur, mais elle est largement explicable. Donc, ouais, c'est pas le pilote sur lequel je retiens le plus de choses positives, mais je pense qu'il est pas là par hasard et il faudra qu'en 2025, il ait un truc, qu'il aille chercher un truc en plus, peut-être. Qu'il ait une performance marquante dans une des courses pour un peu être réhabilité et revenir au plus haut chez Toyota. Alors après Toyota, je voulais parler de Porsche justement. J'ai évoqué rapidement eh bien, Ferrari tout à l'heure. Enfin, on a évoqué Ferrari. Là, Porsche, je dois dire que c'était un peu loin du rythme habituel hein, pour la numéro 6. Je sais pas s'il n'y avait pas un petit peu trop de pression peut-être pour Lorenz Vanthoor hein, qui se disait faut surtout pas que je fasse d'erreur. Et puis en se disant ça, bam, l'erreur arrive. Alors après, il faut dire aussi que la Porsche était relativement lourde. Hein. Ils avaient écopé de 7 kilos de plus et seulement une augmentation de 2 kilowatts dans cette puissance, dans cette BOP. Et donc, début de course difficile, Kevin Estre a redressé la barre. Et puis finalement, eh bien, c'est André Lotterer hein, qui va remporter donc son deuxième titre mondial après l'avoir remporté avec Audi, avec Benoît Tréluyer et Marcel Fessler, le trio magique. Eh bien, cette fois-ci, il s'impose avec Porsche. Et c'est le deuxième de l'histoire d'ailleurs, hein, Geoffroy, à réussir cette performance, à s'imposer, à être champion du monde avec deux constructeurs différents. Il y a eu donc Brennan Hartley avec Porsche et avec Toyota. Et puis André Lotterer hein, qui réussit à le faire avec Audi et avec Porsche. Finalement, c'est un baroud d'honneur intéressant. Je sais pas trop où il va se retrouver, André Lotterer. Moi, je le vois bien, comme on l'a évoqué, je crois, la semaine dernière, avoir un rôle, on va dire, dans la hiérarchie de chez Porsche. Ce serait mérité, hein, de toute façon, parce que les équipages sont bien remaniés. Et oui, on va rouler à deux pilotes pour les courses, la majorité des courses WEC. Ça, c'est quand même très, très surprenant comme choix, mais on imagine que la stratégie a été étudiée, évidemment. Et pas de pilote allemand d'ailleurs hein, en 2025. Fini donc les Lotterer, Bernard ou Mark Lieb ou encore Nico Hülkenberg hein, qui avait participé et gagné les 24 heures du Mans 2015. Eh bien ouais, 2025 on retrouvera donc Julian Lower, Michael Christensen, Kevin Estre et Lorenz Vanthoor, deux Français, pas mal. Et puis on va ajouter des pilotes aussi pour les courses d'endurance. Mathieu Jaminet, tiens, troisième Français, et Matt Campbell, extrêmement rapide hein, ce pilote. Donc là, c'est intéressant à voir, mais je suis un peu déçu de ne les voir que deux, finalement, deux pilotes donc chez Porsche. Est-ce que d'autres constructeurs vont suivre cette tendance-là? C'est dommage parce qu'on a plein de constructeurs, on a des possibilités donc d'avoir des pilotes, et puis finalement on réduit la voilure. Et je pensais pas que ça viendrait de chez Porsche finalement, hein, ce choix-là. Ouais, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, les équipages qui de trois pilotes passent à deux. Je t'avoue que moi, ça me. Ouais, ouais, je trouve ça dommage, mais on en avait déjà parlé. Je trouve ça dommage parce que ça prive certains pilotes, notamment chez Porsche, d'accéder au plus haut niveau. Mais je suis pas certain que ça change fondamentalement beaucoup de choses. Peut-être que, comme tu le dis, on peut le regretter parce que ça va nous faire moins de monde présent sur les grilles. Mais peut-être que si Porsche réussit l'année prochaine à décrocher des titres et à constructeur notamment et de nouveaux pilotes et à domine la saison, ou en tout cas on perçoit un vrai avantage à rouler à deux pilotes, on peut peut-être avoir peur qu'en 2026, d'autres constructeurs généralisent cette approche. C'est une approche qui est pas bête en termes de rationalisation. On va pas se mentir, c'est aussi une rationalisation des coûts avec deux pilotes en moins à prendre en charge en termes de déplacement, en termes de rémunération, intéressement, c'est un peu différent parce qu'ils ont tous des contrats très particuliers, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi cette logique peut-être humaine et rationalisation, optimisation de tous les éléments. Donc, je pense que la saison 2025 sera l'épreuve du test. Si ça fonctionne comme ça et si on voit qu'il y a vraiment cet avantage et que au Mans ou à Daytona par exemple, là où ils ont pour certaines manches longues, là où ils ont trois pilotes, ils s'en sortent bien. Peut-être que tout le monde passera à deux pilotes. Si en revanche on voit qu'ils sont tout le temps à deux pilotes et que quand il y a les grands rendez-vous, eh ben, la mayonnaise prend moins parce que les équipages à trois sont moins rodés et ils n'ont pas pu trop répéter leur gamme entre eux, eh ben, peut-être que ça reviendra en arrière, je sais pas. Je pense que ça sera vraiment le grand test. Alors on a parlé de Ferrari, on a parlé de Toyota, on a parlé de Porsche.
dans ce débrief où bien cette course de Bahreïn, elle aura duré 8 heures, oui certes, mais je vais dire que c'était quand même un sprint final d'une heure, hein. On l'a vu, notamment en LMGT3, ça on va y revenir dans un instant. C'était complètement dingue, on se serait cru en GT World Challenge là, franchement, c'était un final de folie. Alors je voulais parler, bah oui tu me vois venir, des constructeurs français. Oui, Cocorico, parce que la Ferrari numéro 51 a été pénalisée donc pour avoir utilisé 28 pneus. Eh bien, qui hérite de ce podium? La Peugeot numéro 93. Oui, ça y est, Peugeot monte sur le podium, mesdames et messieurs. Cocorico, le podium, donc après la 4e place à Fuji, la 3e position pour Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Éric Vergne. Mikkel Jensen, franchement, redoutable encore une fois. C'est solide hein, de sa part. Le pilote danois pour l'équipe Peugeot. Ça a été vraiment celui qui a fait le boulot, entre guillemets. Il a roulé 117 tours, Mikkel Jensen, quand Nico Müller en a fait 54 et Jean-Éric Vergne 64. On a des pilotes comme ça hein, qui ont fait vraiment énormément de tours. Giovinazzi, par exemple, hein, pour Ferrari, 130 tours. 129 pour Dries Vanthoor, 112 pour Sébastien Buemi, 116 pour Earl Bamber et pour Charles Milesi. Robert Kubica aussi, 130. Mais voilà, en tout cas, Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Éric Vergne pour cette dernière course de la saison. On s'imaginait hein, que les Peugeot pouvaient être au rendez-vous. On avait pu penser, selon la performance du Qatar, hein, évidemment le billard qatari, que la piste pourrait leur convenir. Eh bien, ça a été le cas. Franchement, Peugeot face à Alpine, c'était un beau duel. Est-ce que tu t'y attendais, toi, à voir ces constructeurs français être si bien placés? Parce que on a Peugeot qui termine 3e, Alpine qui termine 4e de cette course avec un nouveau trio, justement, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsbourg, et puis le 3e larron, Jules Gounon, qui donc eh bien, a pu compléter cet équipage. Jules Gounon donc, qui a été eh bien, sur cette fin de saison bien employé, hein. Il aura fait 4 courses finalement en remplacement de l'un et de l'autre, hein, parfois, notamment remplacement de Ferdinand Habsbourg en début de saison. Et puis il aura remplacé aussi Paul Louchatin à Fuji. Et là, eh bien, il remplaçait, on peut le dire, voilà, Nicolas Lapierre. Même si, bon, la course est finie, la saison est finie, normalement, a priori, Charles Milesi n'aurait pas dû participer à cette finale. Et c'est Nicolas Lapierre qui devait y parvenir. Et donc, bah, il a estimé que c'était le moment de raccrocher, j'allais dire. Et il l'a fait donc à l'issue de Fuji. Bravo à Nicolas Lapierre qui avait un bel hommage d'ailleurs hein, avec Mathieu Vaxivière, son pote, qui arborait bah, les couleurs tout simplement du casque de Nicolas Lapierre. Voilà, un petit clin d'œil. On sait que c'est important aussi hein, de pouvoir avoir ces gestes-là. Moi, je me souviens de Job van Uitert qui avait rendu hommage à Olivier Panis en prenant un casque réplica quand il roulait pour l'équipe Panis Racing, Job van Uitert. Et ben, c'était sympa de voir Mathieu Vaxivière aussi avec un hommage à Nicolas Lapierre. Olivier Panis d'ailleurs, tiens, qui était dans le box de chez Alpine hein, ce week-end, invité donc par la marque Alpine. Il suivait, j'imagine, hein, Charles Milesi. Et puis, on sait que son fils Aurélien est associé avec notamment Mathieu Vaxivière et Raphaël Serrano pour l'équipe VPS, donc en Alpine Cup et puis en midget. Donc voilà un petit peu la boucle bouclée, mais je voulais avoir ton avis sur ces constructeurs français, donc justement Alpine et Peugeot, vraiment au rendez-vous, le premier podium de Peugeot après celui d'Alpine à Fuji. Bah voilà, les constructeurs français se montrent. Alors, évidemment, je suis très content. Tu sais que depuis le début de notre podcast, je suis pas forcément tendre avec les constructeurs français, notamment avec Alpine, mais faut se rendre à l'évidence. Il y avait quand même une base excellente avec le châssis Oreca. J'avais plus de doutes sur le côté pilote. Ça évolue un petit peu. Ça va peut-être évoluer encore l'année prochaine, puisque j'ai lu et entendu qu'il y avait peut-être la piste Frédéric Makowiecki qui allait être activée, et que donc Frédéric Makowiecki allait rejoindre Alpine. C'est une info comme ça que j'ai entendue, et ça serait assez pertinent, je trouve, de récupérer. Là, c'est vraiment une belle prise. Frédéric Makowiecki qui a expliqué que c'était voilà, lui qui mettait fin. Enfin, c'est un peu différent, j'ai l'impression, du cas André Lauterer et chez Porsche, et qui vraiment a expliqué que lui, il avait d'autres projets. Donc voilà, peut-être que ça va être avec lui. Donc Alpine, ouais, une nouvelle belle performance. Et Peugeot aussi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même eu du dépassement sur la piste. La Peugeot, elle récupère
la troisième place, la troisième marche du podium, grâce notamment à la disqualification, enfin pas la disqualification, mais à la pénalité que reçoit la Ferrari, qui l'a fait reculer dans la hiérarchie. Mais elle a quand même, à un moment, tenu cette troisième place grâce à un dépassement. Donc, sur la piste, il y avait du mieux. On le sait, quand c'est, comme tu l'as dit, quand ce sont des billards et quand les conditions sont réunies, la 9X8 qui est vraiment pensée pour les grandes lignes droites et pour des conditions parfaites, eh ben, elle peut s'exprimer, les pilotes aussi à son volant quand il n'y a pas de problème. Donc, bon, c'est le genre de circuit sur lequel on l'attendait, cette voiture. Mais elle est au rendez-vous. Au final, ça fait pied de podium et puis après pénalité, ça fait troisième place. C'est une bonne chose. Je vois moi aussi la dimension humaine et l'importance d'avoir ce genre de résultat. Je pense que ça va pouvoir motiver les équipes à continuer. On le sait, c'est un projet qui, je ne sais pas s'il est menacé, j'ai pas du tout d'informations là-dessus, si vraiment il y a une volonté de couper le projet si les résultats n'arrivent pas. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il va quand même falloir qu'ils arrivent à un moment, et ne serait-ce que pour sauver l'honneur et pour être à la hauteur de l'image Peugeot. Donc là, c'est bien. C'est une bonne façon de terminer la saison. Et j'espère sincèrement que 2025 sera sous de meilleurs augures et qu'on aura des Peugeot 9 X8 et des Alpine A424 capables de se battre pour la victoire au général, pourquoi pas. Ou en tout cas vraiment aux avant-postes tout le temps et qu'on ait cette bataille des hypercars avec les constructeurs français, ce serait le top. Alors, comme on n'est pas ensemble, je sais pas ce que tu as dit sur les Français, mais je suis d'accord avec toi, Geoffroy. Mais en revanche, eh bien, je voulais aussi souligner la performance hein, face à ces constructeurs français donc, qui réussissent à faire de belles choses. La belle prestation de BMW. Alors oui, certes, la voiture numéro 20 a abandonné, mais quand même, ils sont dans le rythme, ils ont trouvé quelque chose chez BMW. Alors il manque de peu la quatrième position hein, au classement des constructeurs, parce que oui, c'est Alpine qui la prend et s'empare de cette quatrième position avec 70 points, 64 points pour BMW et 57 points finalement pour Peugeot. Donc c'est pas un désastre du tout, loin de là, hein, pour les constructeurs français. Mine de rien, Peugeot aura marqué dans le classement constructeur, hein, eh bien à 7 reprises sur 8, puisqu'on prend toujours la meilleure voiture. Donc là, honnêtement, vraiment très très solide. Cadillac qui n'a qu'une seule voiture, bah oui, forcément, n'a pas marqué à chaque fois, hein, ça c'est le jeu. Lamborghini non plus, puis Zota Fraschini qui a arrêté sa saison avant la fin. Mais voilà, je voulais revenir sur BMW, donc encadré par Alpine et Peugeot au classement constructeur. Eh bien oui, BMW hein, qui a encore montré de belles choses. Alors des petites erreurs pour les pilotes, notamment encore Dries Vanthoor hein, qui est super rapide, franchement extrêmement rapide, mais je te rejoins, c'est vrai que on avait tendance à lui tailler un petit costard parfois. Alors voilà, il est capable de faire un 51,5, donc on le disait, c'est lui le deuxième pilote le plus rapide, et sur l'ensemble de son relais, 53,5, ce qui est pas si mal quand on compare avec une moyenne de Sébastien Buemi avec un 53,3, donc c'est sûr que c'est bien. Mais il y a eu la petite erreur qu'il fallait pas, et il y a eu ouais, un petit peu d'imprécision, j'allais dire. Et cette BMW, donc numéro 15, qui pourtant, malgré une très bonne stratégie, moi je pense qu'ils ont été finalement piégés hein, par les safety cars de fin de course. C'est vrai qu'on sait que Bastien, qui est l'ingénieur de cette BMW, avait souvent l'intention de prendre un petit peu le contre-pied. C'est ce qui s'était passé à Fuji d'ailleurs, avec la deuxième place hein, pour cette voiture numéro 15. Et ben là, c'est la cinquième position finalement qui vient récompenser les efforts, avec une bataille face à la voiture de chez Jota, une bataille face à Paul Louchatin, et puis une bataille face à Mikkel Jensen. Mais voilà, en tout cas, BMW, je voulais vraiment leur tirer un petit coup de chapeau, parce que la saison a été solide, et puis chez WRT, ben, ils ont compris quelque chose justement sur le comportement de cette voiture, et c'est le cas aussi en IMSA, on l'a répété, on l'a dit, avec l'équipe RLR, mais RLL, pardon, pas RLR, mais voilà, chez WRT, ben, on va continuer de se concentrer. On fait rouler Valentino Rossi aussi en rookie test, alors je suis pas certain quand même qu'il soit embauché en catégorie hypercar dès l'année prochaine, mais au moins ça lui fait connaître un petit peu les premières sensations, on va dire, au volant d'une voiture hypercar pour peut-être préparer l'avenir. Écoute, sur BMW, je retiens de cette première saison de présence en WEC, puisqu'avant ils étaient en IMSA, mais là c'était leur première saison complète en WEC. Je retiens de belles choses comme des choses plus compliquées, mais je retiens des courses où ils passent un petit peu à côté. Je crois que c'est Imola, où sous la pluie c'était complètement loupé. Je retiens quand même la performance de folie de Dries Vanthoor, qui souvent est le plus rapide. Je repense notamment aux 24 heures du Mans, où il se met souvent au tas, mais il démontre une belle vitesse de pointe et il ramène BMW au plus haut
en termes de performance pure sur le circuit de la Sarthe. Donc ça m'a un peu fait vibrer. Et puis voilà, la fin de saison qui est sur une bonne dynamique. Je pense effectivement, comme tu le dis, qu'ils se sont améliorés, qu'ils ont trouvé des choses en collaboration ou non avec la branche américaine de chez RLL. En tout cas, il y a un vrai truc qui s'est fait, surtout que là, Bahreïn, c'était la première fois que la BMW MV8 hybride roulait là-bas, contrairement à la plupart des autres concurrents de la catégorie hypercar. Donc, il y avait un apprentissage en accéléré à faire, et ils l'ont plutôt bien fait. Donc ouais, c'est de bonnes choses. J'ai l'impression qu'il y a une mise en route qui est plus rapide qu'avant. En fait, c'est là-dessus où je trouve qu'ils ont progressé. C'est qu'avant, j'avais le sentiment, quand ils débarquaient sur un week-end de course, que c'était souvent compliqué et qu'il fallait prendre les repères, trouver les marques, chercher des réglages, déjà bafouiller un peu. Et puis du coup, en course, bah, c'était toujours un peu un brouillon. Là, il y a une BMW qui était en tête aux essais libres 2. Ils ont tenté des choses. Je me souviens aussi à Interlagos où je crois qu'ils ont tenté des choses, des stratégies de pneus un peu différentes. Enfin, ils sont beaucoup plus vite dans l'exécution et ça peut être qu'une bonne chose puisque, en fait, certes, on parle de course d'endurance, mais voilà, il faut, dès les premiers tours, ne pas trop céder de terrain et on n'a pas 50 000 safety cars. Donc voilà, ils ont, à mon avis, fait cet effort en 2024 et en 2025, il va falloir plus de réussite et un peu plus de performance. Parlons maintenant de Cadillac. Bon, pas grand-chose à dire hein, sur Cadillac, malgré le très bon relais et les très bonnes choses montrées par Sébastien Bourdet, par Earl Bamber, Alex Lynn qui a un petit peu moins roulé. Hein. Il a roulé 31 tours seulement. Je sais pas pourquoi on l'a fait rouler si peu. Bon, Sébastien Bourdet, on sait pourquoi on l'a fait rouler beaucoup, parce qu'il est rapide, justement. 52,9 comme meilleur tour, Earl Bamber 52,7. C'était sympa de voir Sébastien Bourdet qui se prépare donc l'année prochaine à être à temps complet en WEC avec l'équipe Jota, avec cette Cadillac donc qui lui convient. Bon, pas grand chose à dire. Je sais pas si tu as vu un point particulier à mettre en lumière, mais c'est vrai que Cadillac termine loin. C'est une saison franchement difficile hein, pour le constructeur américain. En plus, il y a du mouvement chez eux, chez Cadillac. Dommage, j'allais dire, parce que bah, c'était sympa d'avoir Laura Von Closer qui était au rendez-vous, mais elle sera remerciée, ou en tout cas, elle va quitter ses fonctions et elle va être réaffectée à l'équipe au niveau des systèmes matériels et d'intégration chez GM, chef de groupe ingénierie. Donc voilà, c'est une promotion, mais elle perd le programme de course. Et Christy Bagne, elle, était directrice du programme Corvette GT3R Z06 et elle va passer à la stratégie d'entreprise en tant qu'analyste senior. Voilà, donc Laura Von Closer et Christy Bagne vont être remplacées par Killy Most et Jessica Dane. Finalement, on reste avec des femmes hein, au sein de l'état-major de Cadillac. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, moi, je trouve, de pouvoir déjà encore faire confiance à des nouveaux profils. Je suis juste déçu de Laura Von Closer, en tout cas déçu qu'elle s'en aille, parce que je trouvais qu'elle faisait un bon travail. Et puis même dans les médias, elle était souvent accessible. Donc je voulais la remercier par l'intermédiaire de ce podcast, qu'elle n'écoutera pas, évidemment. Mais je voulais la remercier parce que c'est toujours sympa d'avoir des gens accessibles, des gens qui répondent et des gens qui sont honnêtes. Et voilà, c'était mon petit coup de cœur voilà, pour la chef de Cadillac donc, qui va nous manquer. On va voir si Kelly Bosn et Jessica Dane vont être aussi efficaces. Voilà, et si c'est la stratégie Cadillac, justement, d'être plutôt ouvert à toutes les sollicitations. Cadillac, donc un petit mot peut-être. Je fais un package global. Hein. Cadillac, Team Jota Hertz, et puis peut-être parler de Lamborghini. Bon, même si on a eu l'impression qu'ils n'étaient pas là hein, chez Lamborghini ce week-end. C'était très très compliqué hein, pour ces trois constructeurs. Bah écoute, merci pour ce package que tu me donnes. Alors à l'intérieur, je vais prendre Cadillac et Lamborghini. Cadillac d'abord avec Sébastien Bourdet qui a expliqué que la course, il y avait plusieurs éléments. Tout d'abord, la dégradation des pneumatiques où ils ont clairement été un ton en dessous et beaucoup moins bon que Toyota qui est le constructeur qui a le plus de données et qui est le plus efficace en matière de dégradation de pneumatiques. Donc, quand tu es sur un circuit qui dégrade avec des fortes températures et sur une course longue, bah, clairement, c'est Toyota qui a l'état de l'art et qui a la pleine maîtrise. Et donc, Cadillac, eux, bah, ils ont qu'une seule bagnole. Ils ont moins d'expérience et ils roulent historiquement pas en WEC. Donc, voilà, ils ont forcément souffert. Ils se plaignaient aussi un peu du comportement du train arrière de la voiture. Donc, voilà, est-ce qu'il y a un sujet là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des évolutions?
et qu'elle correspond un peu moins à ce qui s'attendait. Enfin voilà, en tout cas, il y a eu ça. Et puis, Sébastien Bourdet, toujours, puisque j'ai lu une interview qu'il a donnée où il explique qu'il a fait une erreur pendant un full course yellow et que du coup, il y a eu une pénalité. Donc voilà, pas un super week-end pour lui. Enfin, il semble assez déçu, même s'il est content du résultat final par rapport au fait qu'il partait assez loin au départ. Donc voilà, ça c'est pour sa partie. C'est Ranger van der Zandt qui devait faire la course apparemment. Mais puisqu'il change d'horizon, c'est finalement Sébastien Bourdet qui lui a été préféré. Et dans le package, donc, je continue avec Lamborghini, puisque au moment où j'enregistre, donc là, il est 18h mercredi 6 novembre, je viens de voir sur les réseaux sociaux c'est pas encore une info, mais c'est une rumeur fortement appuyée, en tout cas, qui vient de chez dailysportscar.com, qui explique que Lamborghini ne sera probablement pas présent l'année prochaine en WEC. Donc voilà, tu vois, performance en dents de scie cette année. J'ai l'impression que la voiture montrait des choses, avait plutôt parfois une bonne fiabilité. La performance, ça restait à démontrer. Ils ont fait un choix un peu différent, avec un gros bloc moteur, avec la volonté d'avoir un bloc maison, avec des moyens qu'on sait moins importants que les moyens engagés par d'autres constructeurs, même si la formule de l'hypercar et du GTP est plus abordable que l'RLMP1. On sait très bien, il ne faut pas se leurrer, que Lamborghini n'a pas les moyens de Ferrari ou n'a pas les moyens de Porsche. Donc voilà, il semble que la règle des 2 voitures minimum par constructeur imposée à partir de 2025 c'est pas le seul élément, mais peut-être que c'est un des éléments qui les pousse vers l'extérieur. Est-ce qu'ils vont rebondir en IMSA et engager des voitures là-bas? Rien n'est moins sûr, mais voilà, c'est une drôle de façon de terminer. Si encore une fois c'est confirmé, c'est une assez drôle de façon de terminer cette aventure hypercar en WEC. Et surtout, la question, c'est est-ce que les voitures seront présentes aux 24 heures du Mans, puisque s'ils ne font pas la saison, comme je le dis souvent et j'aime bien le rappeler, les 24 heures du Mans, c'est une course sur invitation. Donc ça veut dire qu'il faudra demander une invite et avoir un précieux sésame. J'ose penser, puisque la voiture est homologuée, la voiture est construite, que les organisateurs, l'Automobile Club de l'Ouest et le comité de sélection feront l'effort de retenir les voitures, mais encore faut-il qu'elles soient engagées dans un championnat, donc voilà. Il va falloir attendre, mais je pense qu'on aura largement de quoi en parler dans nos prochains épisodes, puisqu'il va y avoir des infos officielles sous peu. Après la catégorie hypercar, donc, on va se diriger vers la catégorie LMGT3. On s'attendait à ce que Aston Martin soit dans le coup. Je ne parle pas en hypercar, hein, parce qu'en 2025, Aston Martin, évidemment, sera là avec sa Valkyrie. On a d'ailleurs entendu qu'Harry Tincknell pourrait faire partie de ces équipages, et en tout cas être un des pilotes de ces équipages, lui qui roulait avec l'équipe Proton. Oui, c'est vrai que je n'ai même pas parlé de l'équipe Proton, mais c'est pareil, hein, un début de course super de Julien Lower, et puis finalement, à la suite ouais, de divers soucis, et le rythme d'Harry Tincknell, tiens justement, eh bien ça a un petit peu pêché, il termine 12e, donc avec la Porsche de l'équipe Proton, Julien Lower qui sera donc pilote officiel Porsche l'année prochaine, en 2025. Alors passons au LMGT3. Et donc les Aston Martin, eh bien, elles n'ont pas forcément réussi à se hisser comme elles auraient voulu, en tout cas aux avant-postes. L'équipe Earth of Racing Team qui termine en dehors des points, alors qu'on les a vus hein, finalement, mais il y a eu quelques petites cagade, j'allais dire. Un peu comme chez Ferrari qui a utilisé 2 pneus de trop. Je sais même pas comment c'est possible d'utiliser 2 pneus de trop sur une allocation de 26. Mais enfin bon, bref, on s'est emmêlé les pinceaux. Et ben là, c'est pareil sur l'énergie utilisée. Tu nous en avais parlé d'ailleurs hein, de cette façon de monitorer, de suivre les performances par la CO avec des différents capteurs. Et bien cette Aston, elle a été pénalisée justement pour avoir utilisé trop d'énergie. Donc, et elle termine loin. Bon, Aston, on les attendait au rendez-vous. C'est vraiment pas eux hein, qui nous auront montré de belles choses parce qu'ils terminent 11 et 12 avec l'Aston du D-Station Racing avec Erwan Bastard, avec Marco Sorensen et Clément Matteux. Un bel équipage hein, pourtant, mais ça aura pas vraiment fonctionné. J'en avais déjà largement parlé et j'avais écrit un article d'ailleurs sur cette Aston Martin Vantage Evo pour Auto Hebdo et on en avait déjà parlé dans un épisode. La version qui est sortie cette année a énormément d'avantages en GT3. Elle a énormément progressé sur beaucoup de secteurs, que ce soit l'aéro, que ce soit la partie moteur aussi. Et elle a eu son lot de succès. Je pense aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Je pense à d'autres victoires ou d'autres moments forts. Je sais qu'il y a aussi les 24 heures du Nürburgring qui font partie des objectifs clairement affichés pour le constructeur anglais. Bon, cette saison, il y a quand même eu de belles choses en WEC, mais oui, c'est pas la meilleure façon de conclure la saison.
j'ai pas grand-chose à dire, je t'avoue, sur ces Aston, parce que je suis pas habitué à les voir aussi loin. Et comme tu le dis, en plus, on a sur des équipages plutôt de qualité. Mais il faut juste reconnaître que là, on est sur ce qui fait la force, mais aussi la complexité du WEC et qu'on aime bien. C'est qu'il y a une vraie diversité d'engagés, de châssis. On en avait parlé, de châssis, de moteurs, de configuration, de choix en GT3. Et donc, voilà, ça peut arriver que des voitures, là, pour les retrouver toutes les deux aussi loin, c'est clairement que la voiture n'était pas celle qui était taillée pour la course. Donc voilà, une épreuve sans pour eux, mais je j'ai pas de soucis. J'ai aucun doute sur le fait que l'année prochaine, ils reviendront plus fort. Alors peut-être pas à Bahreïn pour la finale, mais en tout cas, les Aston Martin auront une saison 2025 qui, à mon avis, sera très forte. En revanche, ceux qui ont fonctionné, eh bien, malgré le fait qu'il n'ait pas signé la pole, une pole qui était revenue à McLaren d'ailleurs, hein, la 95, on s'attendait aussi à ce que cette McLaren soit dans le coup. Alors, elle l'a été dans le coup, mais pas suffisamment, on va dire. La McLaren de Costa, Cottingham et Sossi termine en 6e position. Celle de Pino, Sato et Kegil termine 8e, en étant donc partie de la pole position. Mais ceux qui ont réussi leur coup, eh ben, c'est Ferrari. Ferrari qui ont gagné avec la 54 à Fuji, gagne avec la 55 de François Hériot, le français, Simon Mann et Alessio Rovera, au terme d'un final complètement dingue. On le disait, on aurait dit une course de GT World Challenge là, avec cette Ferrari AF Corse qui a su résister aux Corvettes de GTF Sport. C'est les Corvettes finalement qui ont été les outsiders de Ferrari. Les Corvettes qui terminent 2 et 3. Bravo hein, franchement à Rui Andrade, Eastwood et Van Rompuy qui ont gardé des pneus neufs pour la fin de cette course. Ça a été vraiment l'enjeu de cette épreuve et je dois dire que ceux qui ont fait cette stratégie-là de garder des pneumatiques neufs pour la fin ont été récompensés avec l'arrivée des safety cars. C'est ça aussi hein, qui a un petit peu tout rebattu et les cartes ont été rebattues. C'est sûr que c'est un peu frustrant de se dire que le safety car, les safety cars d'ailleurs de cette fin de course ont un petit peu cassé la dynamique, on va dire, le pari qui a été pris par l'équipe donc Corvette, TF Sport plus exactement, eh bien, a été le bon. 2 et 3. Ah, on aurait pu penser qu'il puisse s'imposer, mais ça a été une belle résistance de Rovera, hein, franchement, en fin de course, face à Charlie Eastwood. Il aura tout tenté, mais rien n'aura fait. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette prestation, à la fois de Ferrari, et puis également de ces Corvettes de chez TF Sport? Écoute, sur le LM GT3 et sur Ferrari en particulier, je note, c'est moi qui le signale, alors que d'habitude c'est plutôt toi qui le fais, mais la victoire française avec François Hériot. C'est le premier pilote français à gagner en GT3. C'est son premier succès, je crois, aussi cette saison. Du coup, c'est plutôt une belle récompense pour lui qui n'était pas du tout en GT3, qui n'était pas en GT du tout d'ailleurs, auparavant, et qui là a su rebondir et trouver un équipage de haute voltige, de haute volée. Donc voilà, avec Simon Mann et Alessio Rovera. Euh, j'ai eu, comme tu dis, j'ai vraiment eu des airs de GT World Challenge. Il y a vraiment eu un moment avec je sais pas combien, 7, 6, 7 ou les 8 premiers qui étaient vraiment dans la même seconde en course et c'était très impressionnant. On oublie un peu ce caractère impressionnant et puissant des GT3 quand on regarde le WEC, puisque évidemment ce ne sont pas elles qui tiennent la tête d'affiche, contrairement aux courses de GT World Challenge. Mais pour avoir fait plusieurs fois les 24 heures de Spa-Francorchamps en tant que photographe, en tant que journaliste et même d'autres courses qui sont GT uniquement, je pense aux 24 heures du Nürburgring. Il faut pas négliger évidemment les GT3 et là en WEC, on a parfois des fulgurances comme ça et la réalisation nous permet d'en profiter où on voit que c'est vraiment très serré. Là, il y avait, je me souviens, les Iron Dames qui étaient au milieu de tout ça. Chacun se tournait autour et ça se battait grâce à ce circuit de Bahreïn. On avait vraiment des tentatives de trajectoires très différentes. Enfin voilà, un vrai beau spectacle et ça c'était super. Donc pour conclure la saison, c'était une bonne chose. J'ai qu'un souhait, c'est qu'on retrouve ce haut niveau de compétition en LMGT3 partout, sur tous les circuits, et notamment aux 24 heures du Mans. C'est vrai qu'on passe un peu plus à côté de ça depuis que les hypercars sont devant et que les GTE ne sont plus là. Mais je pense que maintenant que tout le monde a une saison derrière lui, et toutes les équipes maintenant sont un peu plus rodées, on va avoir aussi en 2025 un sacré spectacle de ce côté-là. Un petit mot des Iron Dames aussi, hein, avec la Lamborghini numéro 85.
Sarah Bovy, Mitchell Gatting et donc Raël Frey qui terminent 10e. Elles auront été pénalisées, ça leur aura coûté très cher parce qu'à un moment donné, on a cru quand même qu'elles puissent se mêler à la bataille, hein. On se souvient que l'année dernière, pour la dernière course des GTE, elles avaient gagné sur cette piste de Bahreïn, donc le rythme était là. Il n'y a pas eu la pole de Sarah Bovy, mais enfin bon, quand même, hein, ça a été un très bon rythme. Sarah Bovy qui d'ailleurs va passer Silver, hein, c'est officiel l'année prochaine et c'est Célia Martin qui va occuper le rôle du pilote bronze dans cet équipage. Donc Sarah devrait rester, tant mieux, ouf. Vous allez pouvoir écouter le podcast Trajectoire et peut-être que je vais faire une troisième partie dans quelques années avec Sarah pour qu'elle nous explique justement son rôle chez Iron Dames. Elle sera encore avec Mitchell Gatting l'an prochain. Bon, 10e place, dommage. Une autre Lamborghini, en revanche, hein, de chez Iron Lynx, aurait pu faire un beau podium. Cressoni, Scavoni et Matteo Cheroli, les Italiens là, qui ont vraiment fait une très belle prestation. C'est Cheroli qui a remplacé Franck Pereira pour cette dernière course. Je ne sais pas pourquoi Franck n'était pas dans la voiture. Mais le travail de Matteo Cheroli a vraiment été parfait. Et donc, 4e place pour la Lamborghini numéro 60. Franchement, un petit peu de regret peut-être pour l'équipe Iron Lynx, Iron Dames, là, de ne pas terminer l'année sur un podium. Les Iron Dames, vraiment, je tiens à le souligner, mais avaient le rythme, hein, encore une fois. Je me doutais bien que tu allais évoquer l'évolution de classification de Sarah Bovy, donc voilà, tu viens de le faire, c'est très bien. Donc ouais, il faut s'attendre à un équipage qui évolue l'année prochaine chez la Iron Dames. En ce qui concerne sinon l'autre Lamborghini, Matteo Cheroli a été le plus rapide en course et il a du coup maintenant le record de la piste en catégorie LMGT 3. C'est un 2:01 914. À titre de comparaison, sous l'ère du WEC, en hypercar, c'est pas le cas. Là, le meilleur chrono, c'était un 1:48 926 en course, hein, je parle. Mais le record de la piste, c'est un 1:46 250. J'ai mes petites notes sous les yeux, évidemment. C'est un chrono de Kobayashi qui date de 2021. Donc voilà, ça n'a pas été battu. Mais Matteo Cheroli, lui, prend la nouvelle marque pour la catégorie LMGT3, puisque le WEC ne s'était jamais rendu à Bahreïn en LMGT3. C'est toujours en GTE. Donc voilà, il a cette petite satisfaction. L'autre sujet quand même en lien avec Lamborghini, c'est le fait que l'arrêt du programme Hypercar entraîne l'arrêt, c'est lié de la présence des LMGT3, donc ça va switcher sur Porsche. Ce que je jugeais jusqu'à maintenant comme étant une anomalie, c'est-à-dire de voir la Iron Dames avec une Porsche en European Le Mans Series, bah finalement ça va se généraliser et elles vont être aussi sur des châssis Porsche en WEC. Donc évolution un peu particulière. Je sais pas trop ce que ça va devenir cette aventure Lamborghini, mais globalement, je veux dire, dans les séries assez haut, je trouve que c'est vraiment dommage tout ça. Alors il y a un beau produit, je pense à la Huracan GT3 Evo, qui est vraiment une super belle voiture à voir évoluer et qui est incroyable. Je trouve ça dommage que ça soit gâché comme ça et qu'on n'ait pas donné plus de chance à ce programme avec les Iron Dames et Iron Lynx, mais en tout cas, ouais, il va y avoir ce changement qui va être à suivre l'année prochaine. Le meilleur tour, hein, d'ailleurs, dans cette catégorie, c'est Alessio Rovera, hein. Je crois qu'il le signe en 2:029. Les Iron Dames, pour comparaison, ont tourné en 2:027 pour Mitchell Gatting. Donc vraiment très très bon rythme. Et puis 2:038 pour Sarah Bovy. Donc là, elle a vraiment le rôle de la pilote Silver, parce qu'elle a même été 5 dixièmes plus rapide que Raël Frey. Il n'y a plus vraiment nécessité de se cacher pour Sarah Bovy. Mais là, par contre, elle va être forcément face à des pilotes qui seront un petit peu plus efficaces l'année prochaine. Donc bon, ça va être assez intéressant à suivre. Et puis enfin, peut-être pour conclure cette page LM GT3 et donc ce résumé de l'épreuve de Bahreïn un petit peu spécial, un petit peu particulier, hein, parce que on n'aura pas été ensemble, mais en tout cas on tenait à faire ce numéro, on tenait à vous offrir, mesdames et messieurs, un débrief de cette épreuve de Bahreïn, donc la grande finale de la saison. On fera un épisode spécial pour revenir sur la saison avec des chiffres un petit peu plus globaux de cette édition 2024 du WEC et se projeter déjà sur 2025, bien sûr. Ça sera un épisode qu'on fera voilà, peut-être à la fin du mois de novembre ou début du mois de décembre. Ça va être voilà, un rendez-vous qu'on aura donc sur l'Endurance Club. Bah, je voulais donc évoquer les Porsche. Et oui, forcément, les Porsche Mante. Bon, ça n'a pas été une fin de saison facile. Alors, elles auront tout dominé, hein, cela dit, je dis ça. Porsche qui a donc gagné le titre haut la main avec Barler, Malikin et Sturm avec 139 points. Ils auront dominé, hein, la situation parce que les plus proches poursuivants, bah, c'est la voiture sœur, Litz, Schuring et Shaheen qui terminent 5e de cette course.
La voiture de Barler, Malikin et Sturm termine 9e seulement. Et finalement, eh bien, ils terminent 1 et 2. Et la troisième place, grâce à cette victoire des derniers instants, eh ben c'est François Heriot, Simon Mann et Alessio Rovera qui l'empochent. Donc finalement, Ferrari coiffe sur le poteau les BMW du team WRT, puisqu'elles n'ont pas marqué de points, ni l'une ni l'autre, ni Valentino Rossi, ni l'équipe d'Augusto Farfus n'auront marqué de points. Et bah voilà, je voulais parler de ces Porsche qui n'ont pas été très au rendez-vous, j'allais dire, mais les Porsche Mantec qui, l'année prochaine, au moins une d'entre elles en tout cas, sera aux couleurs rose ou en tout cas magenta. Ces Iron Dames donc, qui vont rouler avec Porsche Mantec, tout simplement. Voilà, ça fait partie des tractations qu'il y a eu et qui ont été vues. Chez les Allemands, on passe de Porsche à Ford, peut-être. Allez, pour conclure quand même, je ne vais pas finir sans mettre un tacle à Ford, ça serait dommage. Ces voitures, donc Lego, hein, on le rappelle, alors, ils y sont pas pour grand-chose. Si, quand même, Ben Barker qui a refermé la porte sur Tom Van Rompuy et qui a abîmé toute la partie arrière. C'était la Porsche, donc numéro 77, hein, celle de l'équipage composé notamment avec Zach Robichon et Ryan Hardwick. Ben Barker qui a fait un petit peu n'importe quoi et donc qui s'est sabordé lui-même et qui de toute façon a fini dans un nuage de fumée. Zach Robichon, malheureusement le pauvre, qui a eu un problème moteur, tout comme d'ailleurs l'autre pilote Proton, pilote italien donc de chez Proton, Gianmarco Levorato, qui a donc été contraint de mettre pied à terre, abandon pour Gianmarco Levorato sur cette Ford de chez Proton Competition. Comme Zachary Robichon, comme la voiture numéro 77, eh bien, ces deux Ford se sont arrêtés au même endroit à la sortie du virage numéro 3. C'est quand même assez surprenant. Et donc voilà, dommage pour cette équipe, mais voilà, petit tacle à Ford qui termine dans un panache de fumée. Ils ont voulu nous enfumer et nous enflammer le dance floor. Bah voilà, ça n'a pas vraiment marché, on va dire, pour ces deux voitures, tout comme d'ailleurs les Lexus, hein. Je vais le dire rapidement, mais c'est une course à oublier, hein, pour cette équipe. Très tôt dans la course, il y a eu un problème, notamment au niveau peut-être du cardan ou de la biellette de pince. Voilà, elle revient, cette biellette de pince, avec notamment la voiture d'Arnold Robin, la voiture de Kevin Van der Linde, et pour l'occasion, la voiture de Konrad Lorsen, ouais, qui prêtait main forte chez Lexus, en remplacement donc du pilote habituel Timur Boguslavski. Et puis pour l'autre voiture, pas beaucoup plus de réussite, hein. Takeshi Kimura, Esteban Masson et José Maria Lopez qui a été percuté par une voiture de chez Proton. C'était pas la faute de José Maria Lopez. Voilà, je le dis haut et fort. Lopez n'est pas en tort et en cause dans cette petite erreur. Voilà pour ce rendez-vous et ce résumé de l'épreuve de Bahreïn. Tu as quelque chose à ajouter peut-être, Geoffroy, au niveau de quoi que ce soit justement qui nous aurait échappé? Non, je vais pas rajouter d'autres choses. Écoute, c'est un épisode assez particulier, enregistré sur 2 jours de mon côté. En venant compléter ce que tu dis, j'avoue que c'est pas forcément l'exercice que je préfère le plus, mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu et convaincu cet épisode. Il y en a d'autres qui arrivent évidemment. On met pas Endurance Club en pause. On va continuer. Je pense qu'Anthony va l'expliquer dans les secondes qui viennent. Mais voilà, en tout cas pour ma part et ce que j'ai pu apporter sur ce débrief de la course, qui, comme vous l'avez compris, je ne l'ai pas regardé dans son intégralité totalement et je ne l'ai pas vécu comme Anthony a pu la vivre. Franchement, belle performance de sa part parce que là, ce que vous avez entendu comme enregistrement de son côté, c'était vraiment à chaud après l'arrivée samedi soir. Donc voilà, il a tenu à faire ce débrief et franchement, bravo parce que tu as apporté pas mal de trucs. Donc voilà, on reviendra sur un format plus classique pour les épisodes à venir. Eh bien voilà, en tout cas un numéro peut-être un petit peu plus court que d'habitude, et encore, je suis même pas certain. Mais voilà, c'était une gymnastique un petit peu différente, on va dire, mais voilà, ça fait partie du jeu et on s'adapte dans l'Endurance Club, voilà, pour vous offrir quelques informations donc et quelques clés, quelques éclairages sur cette saison du WEC, cette nouvelle saison donc depuis 2012, hein, la 13e saison du WEC donc qui s'est conclue eh bien, par une épreuve de Bahreïn qui aurait été vraiment très très agréable à suivre si vous n'avez pas tout suivi.
N'hésitez pas à aller sur le replay d'Eurosport. Gars qui fait sa promo. Ouais, parce que j'ai commenté avec Paul Belmondo, avec Gilles Della et Nathanaël Berton, et c'était vraiment un plaisir. Surtout la fin de course, évidemment, hein, avec beaucoup d'action en piste. C'était digne d'une course sprint. Voilà, je ne m'en réjouissais pas forcément, mais c'est vrai qu'il faut avouer que le résultat a été au rendez-vous, le spectacle a été au rendez-vous, et on aura eu un Sébastien Buemi qui aura été vraiment au-dessus de la mêlée, hein, clairement. Il aura mis tout le monde d'accord, Sébastien, avec cette victoire en compagnie de Brandon Hartley et donc de Ryo Hirakawa. Fin de saison déjà, ça passe vite. On va donc s'occuper pendant l'hiver avec peut-être un petit peu d'Asian Le Mans Series aussi quand même. On va présenter la saison, on va y revenir. Et puis on aura des épisodes historiques aussi, où on va essayer de récapituler le palmarès de quelques belles autos qui nous auront marqué. Voilà, ça c'est dans pas longtemps, je crois même que c'est la semaine prochaine. On parlera aussi de LMP3 bien sûr, Asian Le Mans Series. Et puis en fin d'année, on aura une émission un petit peu spéciale. J'avais dévoilé quelques clés. Eh bien, on reviendra avec plus d'informations. Et ça sera évidemment au mois de décembre pour cette émission spéciale juste avant les vacances. Et on coupera quelques jours quand même, bien sûr, mon cher Geoffroy, pour donc cette fin de saison, pour mieux repartir pour l'année 2025 dans cet Endurance Club. N'oubliez pas et n'hésitez pas à mettre des étoiles, à partager autour de vous cette adresse et cette passion justement du monde de l'endurance. Voilà, on est ravis de pouvoir la partager avec vous. On essaie de donner des statistiques voilà, de façon assez claire, et puis des informations qu'on peut glaner à droite et à gauche. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce numéro. Merci Geoffroy, même si tu n'étais pas là physiquement, eh bien, je te remercie de ton temps aussi. En décalé, j'allais dire, on est en décalage horaire, hein, finalement, on n'est pas sur les mêmes fuseaux. On peut le dire, non, si, on peut pas le dire parce qu'on est sur les mêmes fuseaux, mais on n'est pas sur les mêmes journées. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais merci, en tout cas, Geoffroy, c'était un plaisir, et ce sera un plaisir la semaine prochaine aussi de te retrouver. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec un numéro un peu spécial comme tu l'as dit. On le tease comme ça, vous verrez bien ce qu'on vous a préparé. Et puis effectivement, au mois de décembre, on aura, tu l'as annoncé un petit peu, mais un épisode avec des récompenses, avec des awards où on va essayer de revenir sur la saison et de donner des distinctions, des médailles, des bonnes notes aux pilotes, aux équipes, à toutes les forces vives qui ont marqué la saison d'endurance, que ce soit en WEC, en ELMS, en IMSA. Donc voilà, on va essayer de vous proposer un format un peu différent. Ça sera, à mon avis, pour le tout début décembre. Eh bien voilà, c'est la fin de ce numéro de l'Endurance Club, ce 38e numéro qui se conclut donc par le titre pour Porsche, la Porsche numéro 6 de Lauterer, de Estre et de Lorenz Vanthoor, et le titre constructeur, bien sûr, pour Toyota, oui, qui reste invaincu depuis de nombreuses années. Là aussi, on est vraiment sur une belle maîtrise de la part de l'équipe dirigée désormais par David Fleury. Et puis, coup de chapeau aussi, évidemment, à Porsche qui a réussi à s'imposer en LM GT3 avec l'équipe Manthey, à la fois constructeur et pilote. Ils auront tout eu cette saison, ou quasiment, chez Porsche, sauf le titre constructeur en hypercar, mais bon, faut bien en laisser aux autres. Merci beaucoup, très très bonne journée et fin de semaine à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, évidemment, de l'Endurance Club. Salut à tous.